Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de France 3, toute région, pour la troisième et dernière partie de cette soirée consacrée aux élections départementales 2015. Nous allons vous rappeler les principaux chiffres de la soirée. Tout d'abord, le chiffre de l'abstention. Elle est de 49,4%, légèrement plus importante qu'au début de cette émission. Et puis, nous allons voir avec Olivier les estimations par parti, des estimations qui du coup relèguent au troisième plan le Front National. On les voit apparaître sur l'écran. Ces estimations montrent très clairement que le leadership désormais est tenu dans cette élection par l'UMP et ses alliés, l'UDI et le MoDem, ce qui place cette coalition en tête de l'opposition et lui donne évidemment toutes les chances de s'imposer au second tour. On sait aussi, deuxième élément, que le Parti socialiste, au fond, aura réussi à résister mieux que prévu et pourra se maintenir en plus grand nombre dans les seconds tours. Et il y aura moins de duels, au fond, Front National-UMP que prévu. Ça, c'est une information importante. La défaite sera sans doute là, très forte, mais un peu moins que prévu. On pourrait dire, pour reprendre la vieille maxime, c'est moins grave que si c'était pire pour lui. Et enfin, dernier élément, le Front National ne réalise pas la percée qu'il pensait. On l'attendait à 29-30%, il n'est qu'à 24,5% dans les dernières estimations. C'est néanmoins une réussite pour lui d'implantation, de maillage territorial. Voilà les principaux éléments, au fond, qui sautent aux yeux au soir de ce premier tour, en tout cas au moment où je vous parle. Voilà pour un premier rappel pour tous ceux qui auraient raté le premier et le deuxième épisode de ce feuilleton sur les élections départementales 2015. Tout de suite, Grégoire, de nouveaux résultats? Oui Isabelle, les résultats continuent à affluer. Vous le savez, ce soir, priorité donc aux résultats. Je vous propose de partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous allons aller plus précisément dans le département du Nord. Le Nord, un bastion socialiste. Mais au municipal de mars 2014, la droite avait pris des villes importantes comme Tourcoing ou Roubaix. Il fallait également regarder du côté du Front National, grâce notamment à son implantation à Dunkerque et dans le sud du département. À noter ici que parmi les candidats figurait le ministre de la Ville, Patrick Caner. Eh bien, vous le voyez, le ministre de la Ville arrive en tête. Il est en ballotage favorable avec un peu plus de 37% des voix face au candidat UMP. Puisque nous sommes dans le Nord, je vous propose d'écouter les réactions de Martine Aubry. Elle a répondu à nos questions et elle appelle au vote républicain pour le second tour. On l'écoute. C'est une soirée qui est évidemment inquiétante pour la démocratie quand les partis républicains ne sont pas capables d'accueillir plus de 3/4 des votants et avec un taux d'abstention qui, bien que moins important que ce qui était attendu, reste extrêmement fort dans notre pays. Donc j'en appelle en ce qui me concerne à la fois à la mobilisation évidemment des électeurs de gauche et à une mobilisation des électeurs républicains partout où un candidat d'un parti républicain se retrouve face au Front National. Voilà des réactions que vous pouvez retrouver sur France TV Info.fr. On continue avec les résultats qui arrivent et je vous propose de partir en Midi-Pyrénées, dans le Tarn-et-Garonne, terre d'élection du Parti radical de gauche. Le département devait rester dans le giron de l'ancien ministre Jean-Michel Baillet, mais malgré leur alliance nationale, PS et radicaux étaient très divisés. Les rapports de voix s'annonçaient des plus délicats, mais vous le voyez, Jean-Michel Baillet a été élu dès le premier tour dans son canton, celui de Valence. On part en Bourgogne, un résultat à l'instant, je vous le communique. Dans l'Yonne, l'Assemblée départementale ici était présidée par l'ancien sénateur André Villiers de l'UDI. Sans surprise, le département devait rester au centre droit. Et vous le voyez, eh bien c'est pour l'instant le cas puisque le centre droit obtient un peu plus de 45% des suffrages et se retrouve donc en ballotage favorable, Isabelle. Merci beaucoup Grégoire. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de Jean-Marie Le Guen, le ministre socialiste chargé des relations avec le Parlement. La campagne électorale de Manuel Valls, de Jean-Christophe Cambadélis, a changé la donne. Beaucoup de départements que l'on nous commentait comme étant perdus, nous sommes en situation de faire en sorte que les politiques territoriales, de cohésion sociale soient maintenues. J'appelle donc tous les électeurs, d'abord la gauche à se rassembler et les électeurs à se mobiliser autour des candidats de gauche et des candidats républicains. Olivier, je crois que vous souhaitiez réagir aux propos de Martine Aubry et de Jean-Marie Le Guen. Oui, parce que la déclaration de Madame la maire de Lille, Martine Aubry, au fond, est équivalente à celle de Benoît Hamon ce soir. Il s'agit d'en appeler à une unité de la gauche pour essayer de faire bloc, de faire front, de faire barrage au Front National au second tour. Et là, évidemment, ce qui va être décisif, l'élément clé, c'est la qualité des reports des électeurs écologistes et des électeurs du Front de gauche vers ces représentants du Parti socialiste au second tour. On peut, de ce point de vue, se poser la question de
du caractère mécanique de ces reports. Autre élément très important, et l'on voit aussi que c'est très disputé, à droite au sein de l'UMP et de ses alliés, les deux stratégies s'affrontent. Celle d'un côté du président de l'UMP, depuis 3 mois Nicolas Sarkozy est en place, et il peut ce soir s'enorgueillir d'une victoire qui s'annonce belle, d'une vague bleue qui sera d'une grande intensité. Par rapport à cela, évidemment, Alain Juppé rétorque immédiatement qu'il faut réfléchir à la nature de cette alliance et au fond aux conditions de cette primaire, c'est-à-dire jusqu'où ira le partenariat, la coalition, est-ce qu'elle englobera le MoDem? On voit que précisément les débats là sont très affûtés, les arguments sont vifs, on entre déjà dans le second tour et même bien au-delà. On a beaucoup parlé du Front National lors de cette campagne et on a parlé également de la 3e position ce soir du Front National. Je vous propose de retourner à Béziers. Robert Ménard, tout à l'heure, vous l'avez entendu, était très positif, très optimiste quant au canton qu'il avait investi autour de Béziers. Valérie Cohen-Luxet, qui était à Béziers ce soir, nous explique les enjeux et revient sur les caractéristiques de cette élection sur place. Bonsoir Isabelle, eh bien le pari de Robert Ménard ce soir, qui était d'étendre son influence au-delà de la seule ville de Béziers jusqu'au village de l'agglomération, semble en passe d'être réussi, puisque les 3 binômes qu'il parrainait sur les 3 cantons de Béziers arrivent ce soir très largement en tête. Ils totalisent entre 44 et 46%, presque 47% des voix sur Béziers 1, Béziers 2 et Béziers 3. Derrière, la gauche, qui était divisée, pourtant fait mieux que résister, puisqu'elle sera présente au second tour dans 2 cantons, celui de Béziers 1, celui du vice-président sortant du Conseil général, le socialiste Jean-Michel Duplat, et dans le canton de Béziers 3, où Claude Zemmour, le vice-président du Conseil régional, lui, totalise 21,72% des voix, devant le tandem de la droite unie, qui totalise, lui, 18,78% des voix. La droite, elle, figurera au second tour dans le canton de Béziers 2, celui du centre-ville, où le tandem UMP-UDI totalise 21,3% des voix. Et là, eh bien, on peut dire que la gauche a pâti de l'éclatement des voix, puisque le tandem communiste totalise 7% des suffrages ce soir. Et sans cette candidature, eh bien, le PS aurait pu prétendre à un second tour. Merci beaucoup Valérie. Alors Béziers, Hénin-Beaumont, Fréjus, Le Luc, Cogolin et Yange. Le Pontet, où le jeune maire avait été invalidé il y a quelques semaines. Ces villes, 10 au total, sont restées depuis 2014 entre les mains du Front National. Qu'est-ce qu'on peut déjà en tirer comme conclusion sur cette gestion du Front National des collectivités? Alors nous sommes à 1 an après le début de ces expériences de gestion municipale du Front National. La première chose qui frappe, il est bien sûr tôt pour poser des analyses définitives, mais la première chose qui frappe tout de même, c'est qu'on a à l'évidence une stratégie différente de celle qui avait été déployée dans les années 90 lorsque le Front National avait conquis des villes comme Orange, Marignane, Toulon, et en ce sens qu'il ne s'agit plus au fond de montrer la différence radicalement de ce parti par rapport aux autres, mais au contraire de se protéger contre une surveillance très fine, très active, très sourcilleuse, et en quelque sorte faire qu'il n'y ait pas de vague. Du même coup, déclarations, décisions qui auraient pu permettre de mettre en œuvre le programme du Front National sont comme différées ou comme atténuées, comme s'il s'agissait d'abord de montrer patte blanche, de faire attention à ne pas brusquer, susciter des polémiques. Et nous sommes du même coup dans une gestion municipale d'attente, de préparation d'une autre séquence électorale, on l'a bien compris, celle de 2017. Oui, rien ne doit nuire à Marine Le Pen, aucune erreur doit être possible. Tout à fait, on le voit par exemple avec Steve Briouat à Hénin-Beaumont, dans cette ville de 23 à 24 000 habitants. On pourrait le montrer en suivant les premières décisions, déclarations de David Racheline, évidemment à Fréjus, dans une ville d'une importance un peu plus grande, de 55 000 habitants. On verrait à ce moment-là que, évidemment, il y a des décisions fortes, mais qui ne sont pas nécessairement caractéristiques de ce parti, qui sont des décisions que l'on retrouve dans d'autres villes marquées par un autre programme ou une autre idéologie. À noter quand même à Hayange une décision de justice qui est attendue pour invalider l'élection de Fabien Engelmann. Tout à fait, il y a quelques cas de poursuites judiciaires, effectivement. Tout de suite Grégoire, d'autres résultats ce soir?
Que personnalités nationales se présentaient à ces élections départementales? Je vous propose justement de partir dans la région PACA, dans les Alpes-Maritimes, où le filoniste Éric Ciotti, président du département des Alpes-Maritimes depuis 2008, était candidat à sa succession, même s'il est pressenti pour être tête de liste UMP en PACA lors des élections régionales de décembre. Eh bien, vous le voyez, Éric Ciotti a été élu dès le premier tour. Autre résultat en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Le conseil général ici est présidé par le socialiste Rémy Chintron, qui a pris la suite d'Arnaud Montebourg. La gauche, qui détient la majorité des 57 sièges, devra-t-elle céder la place à la droite? Cette hypothèse n'était pas à écarter dans un contexte national de vote sanction. Et rappelons que c'est ici que Damien Thévenoud, député socialiste de Saône-et-Loire, avait omis de payer ses impôts et son loyer, souffrant, selon ses déclarations, de phobie administrative. Autant d'éléments qui pouvaient expliquer l'exaspération des électeurs et l'arrivée possible de la droite aux commandes. Eh bien, ce ne sera pas le cas dans ce canton-là, puisque là, vous le voyez, le candidat socialiste a été élu dès le premier tour. Également, un résultat en Franche-Comté, territoire de Belfort. L'Assemblée départementale est présidée depuis 2004 par l'ancien sénateur Yves Ackermann du Parti socialiste. Pour ces élections départementales, le PS et le mouvement républicain et citoyen ont signé un accord après 20 années de lutte fratricide. La droite, qui est dominante sur ce département, espère bien le récupérer. Elle l'avait perdu en 1976. Dans ce canton-là, vous le voyez, eh bien, ce sont les candidats de gauche qui arrivent en tête devant le Front National. Il s'agit de résultats canton par canton, donc ils ne préfigurent pas la couleur de la prochaine assemblée départementale, bien sûr. Merci beaucoup Grégoire. Direction la région Rhône-Alpes avec le département de l'Ain, un département qui va retourner à la droite et un Front National qui monte. Les explications d'Émilie Rousseau qui est sur place ce soir. Oui Isabelle, l'information de la soirée, c'est effectivement le retour aux affaires de la droite. Alors on attendait évidemment ce résultat. La gauche est majoritaire depuis 2008, mais l'Ain reste le 5e département le plus à droite de France. On peut donc d'ores et déjà parler de raz-de-marée, même si nous n'avons pas tous les résultats. Et je croisais tout à l'heure Damien Abad qui se disait ravi de ce tour de force de l'UMP. En revanche, ce qui l'inquiète, c'est le score du FN, le Front National qui se maintient dans la plupart des cantons. Pour l'instant, il est même en tête dans les cantons de Meximieux, Replonge, Villars-les-Dombes et Ambérieux. À nuancer toutefois, car les résultats du Front National ne sont pas aussi bons que lors des européennes. Le PS appelle d'ores et déjà à voter UMP dans les duels qui opposeront l'UMP au Front National. Voilà, la dynamique du second tour s'amorce. On voit bien, toutes les déclarations politiques de ce soir vont vers le second tour et c'est entre deux tours. Il va y avoir quand même des duels. Le Front National va être à un moment donné certainement battu. C'est le scrutin qui le veut et le mode de scrutin ne le favorise pas cette fois-ci. Que va-t-il se passer au niveau des alliances localement par rapport aux directives nationales? On va en voir quelques cas quand même. On sait très bien que Nicolas Sarkozy dit est pour le nini, d'autres ne sont pas d'accord, ne sont pas sur la même ligne. Que va-t-il se passer? Alors il faut expliquer tout de même. Dans les cas de figure où le Front National affrontera le Parti socialiste au second tour, cas de figure moins nombreux que prévu, eh bien l'UMP et ses alliés vont devoir se positionner. Il va falloir qu'ils disent pour qui les électeurs ou à qui les électeurs doivent consacrer leur préférence. Et là, la question du nini, c'est ni Front National ni Parti Socialiste, autrement dit une abstention qui peut bénéficier du même coup au Front National. Il n'y a pas de discipline républicaine et l'on considère du même coup que le Front National est un parti républicain. Dans le cas de figure où l'UMP affrontera le Parti Socialiste, c'est le cas le plus classique, traditionnel. Là, les échanges continueront à se poursuivre selon les rapports de force et on peut penser que c'est la dynamique de coalition qui prévaudra le plus souvent, et notamment compte tenu de l'impopularité de la politique gouvernementale. Enfin, dernier cas de figure très, très important, c'est celui dans lequel, évidemment, l'UMP affrontera au second tour le Front National. Et là, évidemment, de la part du Parti Socialiste, les consignes ont été données très vite, on l'a vu, on appellera à faire bloc pour empêcher le Front National de l'emporter. Ce sera évidemment une discipline républicaine qui va beaucoup peser. On le sait, dans le pays, près des 2/3 des Français sont hostiles à la venue du Front National aux responsabilités, qu'elles soient locales ou nationales. Et donc ce sera évidemment un argument qui va peser dans le cadre des urnes du second tour. Décidément, ces alliances vont encore faire beaucoup de coulées d'encre, c'est entre deux tours. Je vous propose de revoir cette séquence qui date de 1998. C'était aussi des élections cantonales, avec notamment l'élection de Jean-François Mancel dans l'Oise, qui a donné débat.
Il ne reste que 24 heures à tous les responsables du RPR pour empêcher certains élus locaux de passer des accords avec le Front National. On ne va pas prendre le risque sur le plan politique de faire sauter un barrage qui est le seul moyen de faire en sorte de reconquérir le pouvoir, tout simplement pour laisser aux uns et aux autres le plaisir d'avoir une voiture, une secrétaire, un bureau. C'est ça dont il s'agit. Évidemment, il en va de l'avenir des dirigeants de la droite républicaine. Pourtant, malgré cette opération de verrouillage, personne au RPR n'exclut demain des dérapages à l'occasion de l'élection des présidents de région. Et les élus locaux ne l'entendent pas forcément de la même oreille. Voilà ce qu'en pense le secrétaire départemental de la Haute-Saône. Il s'agit simplement de faire comme les autres, c'est-à-dire d'accepter les voix d'où qu'elles viennent. Et je suis assez de l'avis de Jean-François Mancel. Jean-François Mancel est exclu du RPR et cette fois, il s'agit ni plus ni moins de l'ancien secrétaire général du mouvement. Il avait franchi la ligne jaune fixée par Philippe Séguin en approuvant l'idée d'une alliance avec le Front National. Le commentaire d'Éric Thibault. À Noailles, dans son canton, Jean-François Mancel se sait en ballottage difficile. Ancien numéro 2 du RPR, battu aux dernières législatives, ce proche d'Alain Juppé veut à tout prix sauver son siège de président du Conseil général de l'Oise. Alors, il passe des accords locaux avec le Front National. Pourtant, la direction du RPR est claire, pas question de marchandage avec le FN. Voilà, des images retrouvées par Lamia Koulibaly dans les archives de l'INA, montage Véronique Desoudre. Alors finalement, Olivier, on a l'impression qu'on n'avance pas, on tourne en rond, on se pose toujours les mêmes questions depuis plus de 20 ans. Oui, c'est évidemment la question de passer, peut-on le faire, à quelles conditions, de simplement accepter les voix, je reprends l'expression de Jean-François Mancel, ou plus exactement de M. Barouin, à celle de passer des alliances. Et là, on le sait, certains élus ou candidats, locaux espérant être élus, peuvent s'imaginer que la meilleure façon de franchir ces cases sur ce jeu de loi, c'est au fond de passer des alliances. Et là, évidemment, on le sait, la direction de l'UMP a prévenu, ce sera motif d'exclusion. Les sanctions tomberont. La notion de l'alliance, c'est évidemment l'idée que le verrou de la compétition sauterait et que l'on pourrait, en quelque sorte, passer facilement d'un parti à un autre. On sait qu'il y a des démarches de débauchage qui s'opèrent, des ralliements, des calculs qui se font. Quelle est la ligne politique qui est la plus opportune pour espérer être élu? Bien entendu, c'est sur ce point-là que le débat va être très vif. Pardonnez-moi si je dis une bêtise, mais le Front National, c'est pas un parti républicain? Alors, c'est un parti qui a intégré le jeu démocratique, qui est légalement constitué, qui participe pleinement de la vie démocratique, et on l'a vu, qui réunit désormais d'importants volumes de suffrages et de préférences politiques. Maintenant, son rapport aux valeurs républicaines reste très problématique, on le sait, il ne reconnaît pas un certain nombre de ces valeurs, ou en tout cas se met en marge, même si le discours, la phraséologie évidemment, est celle d'un mimétisme de plus en plus appuyé. Dernier aliment en date, la laïcité, bien entendu. Mais on le voit, c'est un parti qui pose encore un problème d'intégration à la République, d'où évidemment les méfiances. Tout de suite, Grégoire, avec de nouveaux résultats ce soir. Oui, Isabelle, des résultats qui continuent à arriver canton par canton. Nous allons partir, si vous le voulez bien, en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, direction le Var. Ici, le Front National espérait capitaliser sur ses gains des municipales avec Fréjus, Cogolin, Le Luc et puis des sénatoriales. Le parti de Marine Le Pen espérait gagner la présidence du Conseil général. C'est donc évidemment un département et des cantons scrutés au niveau national. L'UMP jugeait probable de conserver la majorité, mais une majorité relative. Et dans ce canton du Var, eh bien, ce sont les candidats Front National qui sont élus dès le premier tour. Puisque l'on parle du Front National et puisque nous sommes dans le Var, je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Marion Maréchal Le Pen, que nous écouterons dans quelques instants en plateau. Je vous propose de poursuivre les résultats en Île-de-France, en Seine-et-Marne. L'Assemblée territoriale est présidée depuis 2004 par le sénateur Vincent Eblé, membre du Parti socialiste. Yves Gégaud et Christian Jacob, les responsables seine-et-marnais de l'UDI et de l'UMP, ont signé des accords pour les élections départementales. Et là, vous le voyez, les candidats de droite sont en ballottage très favorable face aux candidats du Front National. Réaction également en Languedoc-Roussillon, résultat dans les Pyrénées-Orientales. Ici, l'Assemblée départementale est présidée par la sénatrice socialiste Hermine Malherbe-Laurent. L'hégémonie des socialistes est terminée, le Front National était en embuscade. Le département était susceptible de basculer à droite. À noter la présence de Ségolène Neuville, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. À la lutte contre l'exclusion était candidate ici et vous le voyez, elle arrive en tête, elle est en ballottage favorable avec un peu plus de 37% des voix. Et puisque je vous parlais tout à l'heure de la réaction de Marion Maréchal Le Pen, elle vient d'arriver, je vous propose de l'écouter.
L'objectif est atteint, à savoir pour le premier tour être présent dans l'intégralité des cantons du Vaucluse, les 17 cantons. Nous sommes présents partout, c'était un objectif ambitieux, surtout dans certains territoires que l'on savait plus difficilement atteignables pour nous. Nous sommes non seulement présents dans les 17 cantons du département, mais nous sommes premiers dans 11 d'entre eux. Et encore mieux que cela, nous avons gagné dès le premier tour au Pontet. Marion Maréchal Le Pen, députée Front National, qui essaye donc d'être optimiste ce soir, Isabelle. Merci beaucoup Grégoire Bouscambert. Votre avis, Olivier Hill? Oui, c'est un optimisme qui est fondé sur le territoire dont elle parle, évidemment, et qui, notamment, à travers le rappel de ces 11 cantons dans lesquels le Front National arrive en tête, traduit très bien l'implantation réussie de ce parti dans un scrutin, rappelons-le, qui ne lui est pas favorable, qui est un scrutin difficile. Maintenant, évidemment, l'essai n'est pas transformé, on le voit bien à l'échelle nationale, et la troisième place occupée par le Front National, le score de 24-25 points est évidemment en deçà des espérances. En deçà, ça veut dire que concrètement, le Front National ne pourra pas réaliser, très certainement, la conquête d'une centaine de cantons, comme c'en était l'objectif, un objectif affiché. Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, Florian Philippot, tous, même s'ils reconnaissent que les résultats sont en deçà de leurs espérances, parlent quand même d'une victoire. Ils sont partis de bas. Tout à fait, mais il y avait combien de conseillers généraux, pardon, il y avait combien de conseillers généraux en 2011? Oh, il y en avait un seul. Donc vous voyez, on peut difficilement comparer à partir de là, mais je crois qu'il faut évidemment à chaque fois prendre en compte les objectifs qui étaient affichés, les dynamiques qui étaient lancées, et ensuite observer que là encore, le Front National, au fond, rencontre la difficulté que, toute chose égale par ailleurs, le Parti socialiste a rencontrée à l'autre bord de l'échiquier politique, c'est-à-dire l'absence d'alliés. Et c'est évidemment dans un scrutin de cette nature où il faut peser tout de suite au premier tour pour pouvoir espérer être qualifié au titre d'un duel du second tour, eh bien évidemment on voit que c'était le principal handicap ce soir. Nous retrouvons tout de suite Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos en direct de Paris. Merci Brice Teinturier de revenir sur cette troisième partie et nous allons aborder bien sûr l'analyse. Quelle est votre analyse sur ce qui se décide aujourd'hui au soir du premier tour ? Eh bien, ce qui se dessine, c'est d'abord du côté de la droite, un premier tour qui se profile très bien avec une UMP, des divers droites, une UDI qui progresse par rapport à la dernière fois, aux dernières cantonales, et qui est bien positionnée pour le second tour. C'est a priori cette formation-là, ce groupe politique, qui est le mieux placé pour l'emporter au second tour. Le deuxième enseignement, c'est que le bloc de gauche connaît un score qui est assez faible, mais en même temps résiste plutôt pas trop mal. Il obtient 3 points de plus qu'aux européennes, beaucoup moins qu'aux dernières cantonales, mais c'est normal. En 2011, il capitalisait aussi sur l'impopularité du gouvernement. Et du coup, le pari de Manuel Valls est aussi légèrement, on va dire, atteint. Il a manifestement réussi à remobiliser une partie de son électorat et à limiter la casse. Et puis le Front National, avec 25% en termes d'estimation des voix, connaît un succès considérable, il faut le rappeler, par rapport au cantonal de 2011 où il avait obtenu 15%. Donc c'est une progression forte. Malgré tout, le Front National n'est pas le premier courant politique ce soir. C'est l'UMP et les divers droites, et c'est même l'UMP avec uniquement les divers droites qu'elle soutient, qui sera devant le Front National. Celui-ci, en revanche, est probablement le deuxième électorat de France. Brice Teinturier, quel regard portez-vous sur les possibles reports des voix entre la gauche alternative au Parti socialiste et ce dernier pour le second tour? Pensez-vous que les choses vont se passer comme c'est annoncé, ou bien qu'au fond, on peut assister à des traces ou des souvenirs des mauvaises batailles ou des bonnes batailles de ces derniers mois? C'est tout l'enjeu en tous les cas à gauche, puisque la gauche est partie très divisée, très fragmentée dans ce scrutin. On voit ce que ça lui a coûté, même si elle résiste un peu mieux que ce qu'elle pouvait redouter il y a encore 7 ou 8 jours. Et du coup, il est très clair que dans l'entre-deux tours, il y aura une pression très forte de la part du gouvernement, du Parti socialiste, pour obtenir le maximum d'unité. Cette fragmentation, elle coûte cher à la gauche. Les binômes front de gauche écologiste ou les binômes front de gauche pèsent pour le front de gauche seul un peu plus de 6%. On estime que les binômes front de gauche écologistes sont à 2 ou 3%. Donc les reports notamment de cet électorat-là seront cruciaux pour limiter les pertes du Parti socialiste. Merci à vous Brice Teinturier, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci. Tout de suite, Grégoire Bouscambert, d'autres résultats? Grégoire Bouscambert reviendra vers nous dès qu'il sera prêt. Je vous propose de poursuivre sur le Front National et sur cette ascension sur laquelle il comptait. Marine Le Pen pourrait avoir quelle stratégie dans l'entre-deux tours, Olivier? Pour remobiliser son électorat, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, son électorat est mobilisé, incontestablement. Maintenant, évidemment, il lui appartient de donner une signification à ce second tour. On pourrait dire que, d'une certaine façon, ce soir, bien des attentes ont été comblées. Le maillage territorial, on en parlait il y a quelques instants, la stratégie d'implantation tous azimuts, la présence, 93% des cantons avaient une liste Front National, c'est important. Troisième élément, le Front National, évidemment, aujourd'hui monopolise tout l'échiquier politique à l'extrême de la droite. C'est très important car il y a au fond assez peu de dissidence. Il faut se pencher sur quelques cantons isolés pour trouver une dissidence Front National ici ou là, ou revenir évidemment sur le Vaucluse avec le clan Bompard et la Ligue du Sud. Autrement dit, ce Front National désormais représente véritablement cette droite nationale, populaire, pour reprendre les termes de ses partisans, ou cette extrême droite, pour reprendre un vocabulaire plus politologique. Et donc de ce point de vue-là, c'est évidemment des résultats importants qui sont désormais nets ce soir, au soir du premier tour. J'aimerais ajouter une note avant d'entendre Grégoire Bouscambert sur la porosité entre les leaders ou les candidats de l'UMP avec le Front National. On a vu quand même beaucoup de passages d'un parti à l'autre et des candidats notamment qui avaient une réputation plutôt bien installée. Dans l'Oise, je pense à Sébastien Chenu. Et du coup, on a l'impression que le Front National est à la recherche de ces cadres pour s'asseoir, se notabiliser et surtout former d'autres cadres qui pourront prendre la relève. Tout à fait. Et l'un des enseignements du scrutin législatif partiel du Doubs, la 4e circonscription du Doubs, c'était aussi de constater que 50% des électeurs UMP se reportaient assez facilement sur le Front National. Donc c'est évidemment une source d'espoir pour Marine Le Pen. Ça peut être autant de réserves de voix pour ce second tour, lui permettre d'améliorer évidemment sa représentation, mais aussi la conquête des cantons. Maintenant, dans quelle mesure est-ce généralisable sur l'ensemble de la France? C'est précisément ce que l'on va observer très finement, avec beaucoup de curiosité, lors du second tour. Tout de suite, Grégoire Bouscambert qui revient sur les positions des personnalités politiques. Oui Isabelle, ça y est, je suis là et bien là. Et en effet, je vous le disais, plusieurs personnalités politiques connues sur le plan national se présentaient lors de ces élections départementales. Je vous propose de faire un petit point ce soir à 22h42. Par exemple, dans le Nord se présentait le ministre de la Ville, Patrick Kanner. Eh bien, vous le voyez, il est en ballottage plutôt favorable. Il a obtenu 37,6% des voix. Autre personnalité en Rhône-Alpes, en Savoie, avec Hervé Guémard, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans le gouvernement Raffarin III. Vous le voyez là encore, il est en ballottage avec 55% des voix dans son canton. Autre résultat, toujours en Rhône-Alpes, on part en Isère avec André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale. Et là encore, dans son canton, il se retrouve en ballottage favorable avec 40,9% des voix. Résultat également en Ile-de-France, dans les Hauts-de-Seine, avec Patrick Devedjian qui se présentait à la tête du département qu'il dirige depuis 2007. Il a été élu dès le premier tour avec 51% des suffrages. Enfin, en Aquitaine, dans les Landes, avec l'ancien ministre socialiste Henri Emmanuelli qui préside l'Assemblée départementale depuis 1982, 33 ans au pouvoir, ce qui ne l'a pas empêché d'être élu dès le premier tour. Merci beaucoup Grégoire. Je vous propose de retourner à Paris pour retrouver notre invité, le démographe Hervé Lebras. Merci de votre patience, Hervé Lebras. Je voulais, pour nos téléspectateurs, que l'on puisse préciser quelque chose, une notion entre le FN du Nord et le FN du Sud. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux votes? Oui, je crois qu'il y a une différence assez nette. Déjà, on la voit, par exemple, quand on compare les villes importantes et puis les plus petites villes ou le rural dans le FN du Sud, c'est-à-dire surtout toute la frange méditerranéenne, le vote est aussi fort pratiquement dans les villes que dans les campagnes. Alors que dans le Nord, c'est encore différencié. Par exemple, Lille vote nettement moins FN. Et aussi, l'histoire des deux régions est un peu différente. Le FN s'est installé d'abord dans le Sud. Il faut se souvenir que dans les années 84 jusqu'à 90, il faisait de petits scores. Le bassin houiller était encore dans le Nord
un bastion du communisme. Et puis ça a progressivement cédé, et d'après les résultats qu'on a aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie conquête du Nord par le FN, et c'est une conquête d'un électorat qui est un électorat beaucoup plus populaire, beaucoup plus ouvrier qu'il ne l'était dans le Sud. Dans le Sud, on avait plutôt un électorat, je dirais, de petite bourgeoisie ou bien d'artisans, de petits secteurs tertiaires. Donc il y a une vraie différence entre les deux FN, et d'ailleurs on le voyait dans les reports de voix dans les élections. On voyait qu'en général, quand le FN n'était pas au second tour, ce qui était le cas la plupart du temps, eh bien à ce moment-là, les voix FN du Nord se reportaient plutôt 2 tiers, 1 tiers sur les candidats de gauche, alors que dans le Sud, c'était l'inverse. C'était pratiquement déjà 3/5 ou 4/5 sur le candidat de droite. Hervé Lebras, comme démographe, vous avez consacré une partie de vos recherches, soit seul, soit avec d'autres, au rôle de la famille dans la vie politique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, et notamment expliciter en quelques phrases, rapidement, de manière synthétique, le rôle des structures familiales dans les orientations électorales dans la France contemporaine? Oui, il y a les structures familiales, c'est surtout une trace de quelque chose d'ancien qui était très important, qui était une séparation de la France entre des régions de ce qu'on appelle de structures souches, où il y avait une transmission de génération en génération, puis des régions nucléaires où, au contraire, il y avait une indépendance des générations. Et dans les régions de familles souches, particulièrement le gros noyau, c'est le Sud-Ouest, est restée une certaine tradition d'entraide plus forte qu'ailleurs. Et de ce point de vue-là, et dans les travaux que j'ai faits avec Emmanuel Todd, on voit qu'il y a ce qu'on appelle des couches protectrices, c'est-à-dire il y a des régions de France où la société localement est plus cohérente, plus coopérative, et ceci pour des raisons très anciennes, et ce sont ces régions de familles complexes, souches, disons de familles assez étendues, et puis les régions traditionnellement catholiques, même si actuellement la pratique religieuse a beaucoup diminué. Et dans ces régions-là, qui sont les régions de l'Ouest, les régions du Sud-Ouest, puis aussi une grosse partie des régions au fond du Sud, du Sud-Est du Massif central, par exemple l'Aveyron, une partie de la partie nord de l'Ardèche, une partie du Tarn, une partie du Lot. Dans ces régions-là, la société, on peut dire, fonctionne un peu mieux qu'ailleurs. Le chômage est plus faible, l'entraide est plus forte, les associations sont plus fortes. Donc ceci finit par rejaillir, bien entendu, sur les comportements politiques. Et très clairement, là où le FN fait ses meilleurs scores, ce sont plutôt dans des régions maintenant assez défavorisées pour un grand nombre d'indicateurs, qu'il s'agisse du chômage des jeunes, de l'absence de diplôme des jeunes, du nombre de familles monoparentales, aussi des inégalités locales de revenus, de patrimoine. Donc il y a un petit peu deux Frances qui sont en train de se constituer. Cette France d'un côté anciennement religieuse et anciennement familiale, peut-on dire, et puis de l'autre côté cette France qui va plus mal, qui est constituée par au fond un grand chapeau nord de la France, où on voit le FN progresser dans cette dernière élection. Merci beaucoup Hervé Lebras d'avoir été si patient. Merci de vos contributions aux éditions des départementales de France 3 Toutes Régions. Vous avez publié Atlas des inégalités aux éditions Autrement en 2014. J'espère que nous vous retrouverons dimanche prochain pour le second tour de ces élections passionnantes. Tout de suite, d'autres résultats avec vous, Grégoire Bouscambert. Oui, et parmi les résultats qui arrivent, des départements scrutés par les appareils politiques car aux enjeux importants au niveau national. Par exemple, je vous propose de partir dans les Pays de la Loire. Nous allons aller en Loire-Atlantique, réputée ancrée à gauche avec sa ville phare Nantes, longtemps dirigée par Jean-Marc Ayrault, mais la gauche ne domine le Conseil général que depuis 11 ans. Les tensions générées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes au sein de la majorité sortante socialiste Europe Écologie Les Verts ont débouché sur des listes séparées dans presque tous les cantons au premier tour. Eh bien, vous le voyez dans ce canton-là spécifique, les candidats du PS sont en ballottage face aux candidats du Front National. La droite, elle, a été éliminée dans ce canton. Résultat également en Lorraine, nous partons en Moselle où l'Assemblée départementale est présidée par Patrick Venten de l'UDI. Dans ce département, dirigé depuis toujours par la droite, la donne politique a tendance à bouger avec une abstention toujours en hausse, un Front National qui fait certains de ses meilleurs scores et une gauche bousculée. Ici, le Front National était susceptible de faire
faire de gros scores. Illustration avec par exemple ce canton, pressant le canton d'Hayange, où le Front National est en ballottage favorable avec plus de 39% des voix face au candidat socialiste. Un dernier résultat qui vient d'arriver dans les Pays de la Loire, en Mayenne, un département à dominante rurale où le pouvoir en place de centre droit n'était pas menacé. Le député européen Jean Arthuis, président du département de 1992 à juin dernier, avait démissionné et laissé la place à Olivier Richefou, conseiller général et ex-maire de Changé. Là, vous le voyez, eh bien, ce sont les candidats socialistes qui sont en ballottage favorable face aux candidats de droite. Merci beaucoup Grégoire Bouscambert. Pour tous ceux qui nous rejoignent ce soir, il est 22h50. Est-ce que l'on pourrait amorcer un bilan de ce qui s'est passé dans le premier et le deuxième épisode? On a vu que l'abstention était moins importante que prévu. Elle était d'un peu plus de 49%, 49,7%. On a vu que les estimations n'étaient pas non plus celles sur lesquelles on pouvait compter avant le scrutin et pendant toute la campagne électorale, le FN arrivant en 3e position. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour expliquer à tous ceux qui nous rejoignent où on en est dans la soirée? Alors d'abord, partons d'un élément aussi très important, c'est le rapport de force ce soir. Le premier tour le montre, nous sommes à 60-40 en faveur de la droite. Une droite républicaine, coalition qui a eu le vent en poupe ce soir, UDI, UMP, Modem, divers droites, qui arrive à des scores qui lui permettent d'envisager très sereinement le second tour et qui vont l'autoriser à parler de victoire très vite. Ce sera une vague bleue, pas le raz-de-marée nécessairement qu'on pouvait manifester ou supputer, mais ce sera une vague bleue. L'autre élément évidemment, c'est la résistance relative du Parti socialiste qui allait dans cette bataille avec tous les handicaps. Une impopularité de la politique gouvernementale, une absence de coalition dans un mode de scrutin qui était particulièrement sévère de ce point de vue, avec évidemment des dissidences ici et là. On connaît les débats très vifs entre courants au sein du Parti socialiste. Bref, il résiste beaucoup mieux et se trouve en situation de préparer un second tour de manière plus favorable, avec néanmoins à l'horizon une défaite qui s'annonce et qui sera une forte défaite. Et enfin, dernier élément, évidemment, pour le Front National, une poursuite de sa stratégie d'implantation. Il est présent désormais dans le grain le plus fin des relations locales, et ça c'est un point très important pour lui. Grégoire Bouscambert, de nouveaux résultats sur les personnalités qui étaient peut-être en danger ce soir? C'est cela Isabelle, à 22h52, je vous propose de faire justement un point sur ces personnalités connues au niveau national et qui se présentaient pour ces élections départementales. Dans Midi-Pyrénées, dans le Tarn-et-Garonne, l'ancien ministre Jean-Michel Baillet se présentait, il a été élu dès le premier tour. Autre résultat, Poitou-Charentes, en Charente-Maritime, cette fois-ci c'était l'ancien ministre UMP Dominique Bussereau qui se présentait. Il se retrouve en ballottage avec 47% des suffrages. Nous partons également en Champagne-Ardenne et nous allons cette fois-ci dans la Marne, où l'ancien ministre Charles de Courson se présentait ici. Il se retrouve à nouveau en ballottage plutôt favorable avec 46% des voix. Et enfin, dans Midi-Pyrénées, il y a le département du Gers où se présentait notamment Philippe Martin, qui est devenu, vous savez, ministre de l'écologie jusqu'en mars 2014 avant d'être remplacé par Ségolène Royal. Eh bien, Philippe Martin se retrouve en ballottage. Dernier résultat en PACA et nous allons cette fois-ci aller dans les Alpes-Maritimes avec Éric Ciotti, qui était le président du département des Alpes-Maritimes, qui se présentait ici. Le filloniste Éric Ciotti a été élu dès le premier tour. Dernier résultat, cette fois-ci dans les Pyrénées-Orientales, avec Ségolène Neuville, la secrétaire d'État aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion, qui était candidate ici, vous le voyez. Elle se retrouve en ballottage avec 37,9% des voix dans son canton. Merci beaucoup Grégoire. Olivier Hill, nous allons regarder plus loin que le second tour, en essayant d'expliquer à nos téléspectateurs ce qui va se passer. Bientôt, en mai, le congrès de l'UMP. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Bayrou, Bruno Le Maire, pour la suite. En juin, le congrès de Poitiers, qui va être vraisemblablement sanglant pour le Parti socialiste. Ensuite, les régionales. On a déjà des candidats qui s'installent. Et puis, bien sûr, 2017, 2022. Plus proche de nous, les deux partis qui font le congrès. Ça veut dire quoi que... Alors, pour l'UMP, il y a un grand besoin de changement. Alors, vous pointez là, Isabelle, du doigt ce que sera ou ce que pourrait être la portée de ce scrutin. Nous en sommes encore au premier tour, donc il y a bien des incertitudes. Mais tout de même, on voit apparaître des débats, dès ce soir, qui vont être extrêmement importants lors de ces deux congrès. Alors, tout d'abord, pour l'UMP, faut-il se démarquer du Front National ou faut-il reprendre un certain nombre de ces thèmes et essayer de les acclimater à la culture de l'UMP? Première
question, premier dilemme. Faut-il nouer des alliances avec l'UDI ou bien au-delà avec le MoDem et essayer de ratisser très large pour essayer d'avoir une dynamique de cette nature? On sait que M. Sarkozy et M. Juppé ne sont pas d'accord sur cette, évidemment, question centrale. Pour le Parti socialiste, de la même façon, doit-on, pour espérer réintégrer à une dynamique de majorité plurielle les écologistes et le Front de gauche, mais avec quelles concessions en matière sociale, en matière de lutte contre l'emploi, en matière de lutte contre la finance? Ou faut-il maintenir absolument le cap, et de manière très rigide, impulsé par le Premier ministre, au risque de prolonger ou d'approfondir la fracture avec cette partie de la gauche dont on a vu ce soir qu'elle fait cruellement défaut au Parti socialiste. Avant d'aller plus loin, je vous propose de retrouver Vanessa Fize depuis les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, et surtout du côté des hommes politiques, on se fait philosophe en cette fin de soirée. D'abord avec Benoît Hamon, il n'y a pas matière à se réjouir ce soir, mais il y a matière à espérer. Quant à Benoît Hamon, la droite et la gauche écrivent des films et en jouent un autre quand ils sont au pouvoir. Un dessin pour résumer cette soirée, un des faits importants de cette soirée. Le FN n'est pas le premier parti de France. Et puis vous le savez, l'abstention a été forte chez les jeunes, comme souvent. Elle a donc très peu passionné sur les réseaux sociaux. Donc les jeunes sont revenus aux fondamentaux et je suis désolée, je suis obligée de vous montrer un chat. Des chats même. Voilà le Front National après le résultat des élections. Enfin Isabelle, sachez qu'on s'est un peu inquiété pour vous ce soir en ces temps de parité, puisque cette fois-ci il y aura autant d'hommes que de femmes élus dans les conseils départementaux. Alors quelqu'un a scruté notre studio et se pose une petite question. Voilà, ici, chez nous, la femme est debout et l'homme est assis. Est-ce que c'est vraiment normal en ces temps de parité ? Merci Vanessa, bien sûr Olivier, allez-y. Hélas, très prosaïquement, et vous voyez, ça n'a rien de philosophique, une sciatique, une contracture, m'oblige à être en position plus assise que debout. Voilà, un élément d'explication. Olivier, on poursuit. On a parlé des congrès de Poitiers, des congrès de l'UMP qui risquent de changer de nom en même temps. Parlons des régionales. D'habitude, le scrutin départemental et régional était couplé. Là, il est séparé. Les régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochains, normalement. Qu'est-ce qu'on va se profiler au sein des grandes régions ? Je le mentionnais tout à l'heure, c'est le 8e tour de scrutin depuis 2012. Donc en France, en 2 ans, on vote beaucoup. Pour les régionales, évidemment, ce sera un autre mode de scrutin, la proportionnelle, avec d'autres manières de transformer les voix en sièges. Et la séparation, l'isolement de cette départementale n'a pas participé à rendre plus populaire ce scrutin, a très certainement pesé sur l'abstention. On le sait, ces tours de scrutin fatiguent les lecteurs, brouillent ou embrouillent les esprits, les messages sont moins clairs. On l'a vu pour cette départementale, les compétences n'étaient pas fixées définitivement, les nouveautés étaient nombreuses, bref, il y avait beaucoup d'incertitudes et c'est une des leçons essentielles. Les électorats confus reflètent des partis confus. Est-ce que, d'après ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner avec le Front National aujourd'hui sur cette élection départementale inédite, on peut anticiper et en déduire que le Front National sera au second tour de l'élection de 2017 ? Alors c'est encore très difficile à évaluer dans la mesure où ce sont des modes de scrutin différents. D'ici à 2017, il peut se passer beaucoup de choses. En même temps, c'est demain. Hein. C'est demain et dans 2 ans. Et 2 ans, c'est évidemment toute une série de possibles transformations, nouvelles, changements en matière économique. Ça peut être évidemment des décisions stratégiques des autres partis qui vont peser. Vous savez, la politique, c'est comme un échiquier. Chaque pièce qui se déplace sur les 64 cases, si vous jouez aux dames, aux échecs, évidemment, va être appréciée non pas isolément, mais en fonction des autres pièces et de leur positionnement sur le reste de l'échiquier. Tout est interdépendant. Un mot sur 2022 ? Alors 2022, sans doute, est-ce l'agenda le plus propice aux espoirs du Front National. On sait que déjà en 2017, si Marine Le Pen peut être présente au second tour, ce sera quelque chose de très important pour elle et la signification publique de la réussite de sa stratégie. En revanche, ce sera sans doute très difficile au second tour. Merci Olivier Hill, merci à Grégoire Bouscambert et Vanessa Fize. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les résultats sur francetv.fr. Merci de votre fidélité à France 3 toute région. Vous poursuivez la soirée avec le Grand Soir 3 qui reviendra sur tous les résultats, toutes les réactions et bien sûr les duels qui se précisent, voire quelques triangulaires pour le second tour. Merci de votre fidélité.